Nous parlerons ce soir du Mali, pouvoir et opposition à l'heure du choix ardu. La Côte d'Ivoire, le président Ouattara dans une mauvaise passe. Et puis les États-Unis, la première exécution fédérale dans le pays depuis 17 ans. Nous abordons tous ces sujets ce soir avec maître Éric Emmanuel Sosa. Bonsoir maître. Bonsoir Samuel Nioui. Le Mali, la contestation durcit à nouveau le ton quelques jours après la remise en liberté d'un certain nombre de leaders du mouvement de contestation. Ces derniers estiment désormais que leur mémorandum est caduque et réclament purement et simplement la démission du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Maître Sosa, voilà deux camps qui se font face. Au niveau de la contestation, à un moment donné, ils ont lâché du lest sur la démission du président. Finalement, ils y sont revenus. C'est un peu comme si c'est un dialogue de sourds, finalement. Oui, on assiste malheureusement à un dialogue de sourds parce que personne ne peut prévoir quelle pourrait être l'issue de cette crise qui s'annonce et qui est en train de s'enquister. Parce que, en réalité, il y a eu des ouvertures tout à fait dignes de foi et dignes d'intérêt proposées par le président Ibeka. Bon, envisager un gouvernement d'union nationale est une solution de sortie de crise quand ce genre de situation se présente, et il n'a pas hésité une seule seconde à tendre la main et à ouvrir sa porte. Mais apparemment, on a l'impression que il y a une frange jusqu'au boutiste qui, en fait, est en train de prôner l'anarchie, parce que la démission du président Keïta va apporter quoi de concret? Il faudra reprendre les élections. Il faut les prendre sous la direction de qui? Les institutions de la République actuellement même sont complètement déstabilisées parce qu'on n'a pas de gouvernement en place. On est en train justement de faire le casting du gouvernement et on est en même temps confronté à une crise. Or, le pays est un pays en guerre. Il y a toute une partie de la population qui ne connaît pas la paix sociale depuis très longtemps, et une proportion importante du territoire qui est aussi sous le contrôle des djihadistes. Donc c'est dans ce climat-là que cette crise se présente, et je pense que les hommes politiques maliens sont appelés à faire preuve d'un peu plus de patriotisme et de responsabilité. C'est une chose de contester le pouvoir en place. C'est une autre chose d'avoir des solutions pour résoudre les problèmes qu'on est en train de lui imputer. Parce que rien ne dit que demain matin, parce que Ibeka va partir, celui qui va le remplacer va immédiatement trouver les solutions pour résoudre tous les problèmes qui ont été cause qu'il y ait cette crise politique qui soit apparue. Il y a plusieurs choses qui sont reprochées. La corruption, l'armée. Bon, d'accord. Alors, celui qui viendra, il aura une recette magique pour mettre l'armée sous bonne discipline. Est-ce qu'il va éradiquer la corruption par le simple fait de l'énonciation de sa présence? C'est compliqué. Et c'est malheureux. Oui. En même temps, les contestataires savent très bien que l'exigence de démission du président n'est pas facile à obtenir. Mais ils sont revenus à cette position après avoir observé un certain durcissement de la part d'Ibeka. Les deux premières grandes manifestations n'ont pas été réprimées, mais la dernière en date, il y a eu répression. On parle de 11 morts et plus d'une centaine de blessés. Oui, ça aussi, c'est une chose qu'il faut regarder avec énormément de sang-froid. Bon, je dis qu'il n'est justifiable dans aucun pays que on réprime une manifestation pacifique avec des moyens létaux. C'est pas défendable, nulle part. Bon, vous avez vu, bon, à chaque fois, je dis, il y a une expertise du maintien de l'ordre qu'il faut apprendre. C'est devenu scientifique aujourd'hui. Les gilets jaunes en France, ça a duré 3 mois. C'était un débordement de violence inouïe contre les forces de l'ordre. Mais
il y a eu des blessés graves parfois, mais jamais eu un seul mort. Ouais. Il y a une technique et il y a une façon de faire et une philosophie du maintien de l'ordre que nous n'avons pas dans nos pays ou qu'on ne veut pas avoir. Parce que donner comme seule alternative que la mort ou le confinement chez soi, ce n'est pas non plus une bonne façon de conduire la vie démocratique. Les manifestations, dès l'instant que elles se passent de façon ordonnée et qu'elles ont été autorisées, l'État a le devoir de les accompagner en garantissant la sécurité des biens et des personnes. Point barre. Mais on ne peut pas, parce qu'on manifeste, aller trouver la mort parce que un agent des forces de l'ordre incontrôlé et donc incompétent a décidé de tirer à balles réelles sur des gens qui ne sont que manifestants, qui ne sont pas armés. Donc la disproportion de la violence dans ce cas-là n'est pas défendable, mais posons-nous la question, est-ce qu'elle est imputable directement à Ibeka? Je ne suis pas sûr que ce président-là, pendant cette période-ci, avec les difficultés politiques qui allaient s'en suivre nécessairement, ait pu donner l'ordre de tirer sur des manifestants. Est-ce que quelque part, ce n'est pas fait aussi pour le saboter? Oui. Est-ce que quelque part, il n'y a pas des agents de ces opposants manifestants au sein des forces armées qui ont fait le coup pour lui pourrir la situation? Tout est envisageable. Donc, tout est envisageable. Sa démission l'est aussi, mais elle serait cataclysmique. Parce que, quoi? Pour quelle raison? C'est vrai, il faut toujours se rappeler ce mot de MacMahon, quand le peuple, qui est le véritable détenteur du pouvoir, fera valoir ses droits, il faudra se soumettre ou se démettre. Mais on remet la démission à qui? À la rue? À l'imam Diko? C'est tout le problème. Donc non, il faut que les hommes politiques maliens fassent preuve de patriotisme. On a besoin d'hommes d'État, pas des chefs de parti et des aventuriers embrassons-nous Folleville, quoi. Alors finalement, est-ce que vous pensez qu'il y a un terrain d'entente pour ces deux camps? Par exemple, ne serait-ce que sur la formation du gouvernement, Ibeka propose un gouvernement d'union nationale. Du côté de la contestation, ils semblent être plus dans la logique d'un gouvernement de transition. Ils exigent un premier ministre issu de leur rang qu'Ibeka ne peut pas démettre. Mais jusque-là, ce n'est pas le problème. Le Premier ministre va faire quelle politique? Ils ont un agenda politique, ils ont un programme politique à proposer qu'on peut examiner, dont on peut vérifier la faisabilité? Non. Il suffit pas de nommer des gens. Il faut les nommer pour faire quelque chose. C'est pour faire quoi? Pour juste embêter Ibeka, le marquer à la culotte, le stériliser? Enfin, je comprends pas très bien la logique qui sous-tend toutes ces revendications-là. C'est du sabotage politique. C'est malheureux pour Ibeka, mais bon, le Mali était bien parti sur une voie démocratique qui faisait plaisir à voir. Et puis bon, là, on a l'impression qu'on est en train de revenir aux années 92 où Moussa Traoré s'est trouvé dans la même situation. Ouais. Et puis bon, un matin, il y a eu un ATT. Mais est-ce qu'il y a encore des ATT dans l'armée? Il faut se poser la question aujourd'hui. Notre second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara dans une mauvaise passe après le décès de son dauphin désigné pour la présidentielle d'octobre prochaine. L'heure du choix pour Alassane Ouattara, le président ivoirien qui, pour prendre les rênes du parti pour la présidentielle prochaine, c'est plutôt, Maître Sosa, une situation difficile dans laquelle Ouattara doit être actuellement, puisque au sein de son camp, il y a Gon Coulibaly qu'on a positionné, le sort en a décidé autrement. Certains misaient un peu sur Daniel Kabla-Denka, il a démissionné. Finalement, tout se rétrécit et c'est comme si la flèche pointe à nouveau à Alassane Ouattara. Non, aucune flèche ne pointe à Alassane Ouattara. Désolé de le dire comme ça. Écoutez, je pense que on dit souvent que la valeur d'un homme se mesure à son caractère et à sa parole. Alassane Ouattara ne peut pas nous dire
que sous le poids des circonstances, il est obligé de revenir sur ce qu'il a dit. Il connaît les raisons pour lesquelles il a décidé de passer la main. Oui. Il ne va pas nous expliquer qu'il n'y a pas de cadre compétent dans le... RHDP. Bon, allez, le RADP, c'est déjà fracturé. Oui. Mais dans même ce qui reste, le moignon de RHDP qui reste, et tout le corpus du RDR qui est entièrement dévoué à son autorité, il n'y a personne en dehors de Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, ou de Kablan Duncan qui vient de rendre le tablier. Il ne peut pas nous expliquer ça. Il ne peut pas nous dire, en dehors de ces deux-là, il n'y a plus que moi. C'est faire injure à cette pléthore d'hommes de qualité, parce que la Côte d'Ivoire a cette chance d'en compter partout sur la sphère politique. Partout, dans tous les partis, il y a des gens brillantissimes, de très grands cadres d'État et des hommes d'État qui peuvent faire le job. Alors Ouattara ne va pas nous dire bon j'ai essayé, mais vous avez vu, bon, comme le soir en a décidé autrement, alors il n'y a plus que moi. Non, c'est pas possible. De la même façon que j'ai critiqué le positionnement de Bédier, je critiquerai avec la même ardeur le positionnement de Ouattara. C'est pas normal. Il faut que la vie politique de la Côte d'Ivoire s'affranchisse de ces pesanteurs-là. Mais sauf que en tout cas, à ce niveau de responsabilité, lorsqu'on cherche à passer la main, ce n'est pas forcément la compétence qui peut jouer. Il faut pouvoir avoir confiance en celui qu'on veut placer. Attendez. Il doit être un homme lige. Non, pardon. Non, c'est ce qui fausse le jeu. Il faut avoir confiance. Il s'agit d'élections d'abord. D'accord ? Et la confiance, quand vous dites que vous quittez le pouvoir et que vous passez le relais, on se fiche de la confiance que vous avez ou pas. Si vous savez que quelqu'un est dans vos rangs et positionné pour pouvoir vous relayer, vous lui donnez le relais, c'est tout. En lui souhaitant bonne chance pour qu'il puisse faire la course devant. Vous faites confiance quand vous faites la course pendant votre parcours. Il a fini son parcours, il passe le relais à quelqu'un d'autre. Si celui-là n'est pas disponible, il y en a d'autres. Et c'est là le problème. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit un homme lige. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas à sa chose. Même si cette personne-là devait lui déplaire, ça peut être le cas d'un opposant qui gagne les élections. Oui. Alors, il n'a aucune confiance à avoir en l'opposant qui gagnerait les élections. Donc, il ne faut pas faire le calcul comme ça. Il désigne quelqu'un et cette personne va justement briguer les suffrages des Ivoiriens en face d'autres personnes qui, à compétences égales, proposent aux Ivoiriens des choix de vie, des programmes sociaux qu'ils acceptent ou pas. Mais c'est pas à lui de dire je désigne donc cette personne-là sera forcément le prochain président. On a tous compris quand il a désigné... Et pourquoi, pardonnez-moi, pourquoi ils font pas un congrès? Pourquoi il n'y a pas de primaire? Pourquoi c'est lui qui doit désigner la personne? Pourquoi c'est sa confiance qui compte? C'est aussi des modalités du choix des hommes qu'il faut envisager. Pourquoi c'est toujours tributaire de sa bonne volonté à lui et de son choix unique à lui? Le parti ne lui... c'est pas sa chose. N'est pas sa chose, n'est pas sa propriété, voyez-vous. Mais on l'a compris, quand il a choisi Gon Coulibaly, tout le monde a dit, tiens, c'est Alassane Ouattara en miniature qui a été choisi. C'est un homme en qui il a complètement confiance et qui voue une fidélité sans faille à Ouattara. Et dans son entourage, on positionnait Duncan, mais quand Duncan est venu du PDCI, donc c'est difficile qu'on lui fasse confiance. Patrick Kachi, il est véritablement un homme très compétent, mais c'est le même parcours que Duncan du PDC. Difficilement, il a la confiance de Ouattara. J'aimerais un peu qu'on parle de la Côte d'Ivoire et de l'avenir de la Côte d'Ivoire, plutôt que de parler des hommes, de dire lui il est de telle couleur politique, il est de telle ethnie, etc., etc. J'aimerais vraiment qu'on fasse cela, parce que non, mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas à l'honneur de ce pays et de sa gouvernance. Je suis désolé d'avoir à le dire. Parce que, quand même, c'est un pays qui est très important. La Côte d'Ivoire, c'est dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est le pays qui a la plus forte densité d'étrangers en comparaison de ses autochtones. C'est le seul.
Et ce pays-là, on est en train de nous le casser comme ça, en faisant de l'ethnicisme mélangé avec du dogmatisme et de l'ostracisme politicien. Non, on ne peut pas continuer à jouer ce jeu-là. Mais écoutez, ils ont un grand parti qui décide au sein de ce parti que des volontés, que des velléités se fassent connaître et qu'on les jauge à travers une primaire, pourquoi pas. Les pays qui le font ont démontré à chaque fois qu'ils ont su faire sortir des rangs des gens de qualité et pas désignés par le président de la République. Non, c'est pour ça. Et c'est d'ailleurs ce qui crée frustration. Je suis sûr que beaucoup de gens dans leur salle de bain et dans leur salon jubilent à la mort de Amadou Gon Coulibaly aujourd'hui. Il faut qu'on soit sérieux, qu'on le dise simplement. Parce que, justement, beaucoup pensent que cette place-là aurait pu leur revenir aussi. Alors qu'on clarifie les choses. C'est pas lui qui décide du sort de la Côte d'Ivoire. Mais au sein du parti, on semble aussi ne pas trop écarter l'option Ouattara, parce qu'il y a le secrétaire général du RHDP qui avait dit samedi que toutes les options sont sur la table, y compris Ouattara. Oui, c'est du zèle. C'est Atalakou. Comme on le dit si bien en Côte d'Ivoire, il fait Atalakou. Non, mais faut. Attendez, toutes les options sont sur la table, sauf Ouattara. Il n'a qu'à dire ça. Je ne suis pas parti par rapport à ceux qui vont me succéder. Je suis parti parce que je pense que c'est bon pour la Côte d'Ivoire qu'au bout de 10 ans, je rende le tablier et que je passe le relais à quelqu'un d'autre. Il y en a d'aussi compétents et peut-être de plus compétents que lui. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être un haut cadre, d'avoir fait sa carrière à la Banque mondiale, au FMI et à la BCAO pour être le champion, toutes catégories confondues, pour diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres compétences qui sont appelées et pour lesquelles il a échoué. La réconciliation des Ivoiriens, il ne l'a pas réussi. Il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Bon, il ne s'agit pas d'avoir dit j'ai fait le 3e pont, j'ai modernisé tel ou tel quartier ou tel élément d'infrastructure pour dire voilà, à cause de ça, je suis le seul champion. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas sa chose. Dernier sujet, les États-Unis, la première exécution fédérale dans le pays depuis 17 ans, dans la nuit de mardi 14 juillet, la Cour suprême a donné le feu, dans la nuit de lundi, 13 juillet, la Cour suprême a donné le feu vert aux autorités fédérales pour cette exécution sous l'impulsion de l'administration de Donald Trump qui réclame un usage renforcé de la peine de mort. Un ancien suprémaciste blanc condamné à mort pour un triple meurtre a été exécuté le mardi 14 juillet. C'est la première exécution donc dans le pays depuis 17 ans, a annoncé le ministère de la Justice. C'est quelque chose qui, dans nos États ici, a été aboli depuis fort longtemps sous la pression des organisations de défense des droits de l'homme. Comment comprendre qu'un pays présenté comme l'une des plus vieilles démocraties sur la planète continue de pratiquer cette forme de sanction? Vous voyez vous-même le paradoxe. Et ça me rappelle l'échange très savoureux qu'il y a eu entre le président Obama et Macky Sall. Obama suggérant à Macky Sall de faire entrer dans les lois le mariage homosexuel, et Macky Sall répondant que chaque pays est différent et que au Sénégal, ils avaient supprimé la peine de mort. Et ils continuent de l'appliquer et ils ne sont pas d'accord sur ça. Donc il ne peut pas non plus exiger de telles choses chez lui. Bon, voilà. Nous avons des leçons à donner, même aux grandes puissances, qui tout le temps pensent que c'est nous qui sommes les derniers. Quand l'Afrique commence, même par mimétisme, à enregistrer de bons résultats dans des domaines précieux comme les droits humains, on peut applaudir et demander à ce que ce soit systématique. Là où nous sommes justement pris à défaut, c'est que on ne prononce plus de peine de mort, on ne les exécute plus par voie judiciaire, mais par voie extrajudiciaire. Les corps habillés pratiquent la peine de mort dans nos rues. Avec ça, on va se plaindre que George Floyd a été tué par un policier américain blanc et que c'est scandaleux, alors que chez nous, en plein jour, pour des petites malversations, des corps habillés tirent à balles réelles sur des gens et les tuent. Bon, combien de fois on a fait de défilés contre ça?
et on est prompt à porter des t-shirts à l'effigie de George Floyd. Voilà ce que je dis. Et bon, Donald Trump réclamant l'application plus intensive de la peine de mort, ça ne nous étonne plus non plus. On sait qui c'est, Donald Trump, on sait ce qu'il pense, on connaît maintenant le formatage psychologique et intellectuel du bonhomme. Il faut prier que au mois de novembre prochain, Donald Trump soit battu dans les urnes. C'est un autre challenge. Mais oui, c'est vrai que la peine de mort est une régression de l'humanité, et il n'est pas bon que des États donnent la mort pour punir des gens qui ont donné la mort à titre individuel. C'est une constante de l'évolution des mœurs. En même temps, quand on essaie peut-être d'y regarder un peu plus près, est-ce qu'il n'y a pas une certaine justification de cela? Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Vous avez donné la mort, vous recevrez la mort en retour. Bien. À cela, je réponds toujours une chose. Qui exerce le talion? C'est qui? Si c'est la victime ou ses parents, est-ce que ce serait légitime? Qui tue par épée périt par l'épée. Vous avez tué un des miens. Ça me donne le droit de vous tuer en retour. Alors, est-ce qu'un État qui se veut civilisé et de droit peut décider que c'est la seule réponse qu'il trouve comme châtiment à un meurtre ou un homicide? C'est la question, c'est une question philosophique profonde. Donc, les États ne peuvent pas se comporter comme des criminels. Vous comprenez? Celui qui commet un meurtre, un assassinat, est un criminel. Le tuer en représailles, c'est aussi commettre un crime. Ça ne peut pas être plus légitime. Mais au-delà, il y a le côté dissuasion de l'acte. Mais et dis donc, depuis le temps qu'on pratique la peine de mort, on continue de tuer. Des gens continuent de tuer. Attendez, la peine de mort est garantie pour toute personne qui tue une personne dans des circonstances hideuses. Mais aux États-Unis même, les gens vont arroser des cours de récréation, de maternelle, pour tuer des gens. Donc, est-ce que ça a dissuadé ces gens-là? Jamais. Donc, ça veut dire, ça démontre l'inefficacité même de cette pratique, et c'est l'un des meilleurs plaidoyers contre la peine de mort. Ça n'a jamais dissuadé personne. Sinon, ça se saurait, et sinon, il y aurait plus de meurtres odieux dans le monde. Il y aurait peut-être plus que des homicides involontaires. Mais vous avez encore, par recrudescence de surcroît, plus de morts aujourd'hui qu'il y en avait 10 ans en arrière, aux mêmes États-Unis. Donc, en quoi c'est dissuasif? Peut-être sur la réflexion philosophique, on peut subodorer que celui qui tue dans des circonstances hideuse, c'est mis en marge de l'humanité finalement. Alors, il faut le punir de façon inhumaine. Juste rétribution. Mais donc en fin de compte, nous devons l'imiter. Comme il s'est comporté de façon inhumaine, il faut que, en le jugeant, parce qu'à ce moment-là, c'est pas la peine d'aller juger si c'est pour se comporter de façon inhumaine, parce que l'œuvre de justice implique justement de convoquer chez ceux qui jugent toute leur humanité. Ensemble. Alors, vous demandez à ceux-là de, eux aussi, se mettre en marge de l'humanité pour pouvoir exercer le châtiment équivalent à celui qui a commis un acte inhumain. Vous voyez que c'est indéfendable. Celui qui a été exécuté hier, en mourant, il a dit cette phrase: « Vous tuez un homme innocent ». Ça fait réfléchir quand même. Bien. C'est là tout le problème, justement. Vous savez, il vaut toujours mieux laisser un coupable dehors que de tuer un innocent. C'est l'un des arguments les plus décisifs contre la peine de mort. Parce que, sauf si, et même si, la personne s'avoue coupable, le châtiment de la peine de mort serait encore discutable et condamnable. Maintenant, à plus forte raison, contre quelqu'un qui clame son innocence et qu'on n'a pas écouté et qu'on a décidé à toute force, et coûte que coûte, d'achever sur la chaise électrique, alors c'est nous qui sommes barbares, c'est pas lui. Maître Sosa, merci. Ça fait plaisir.
Voilà qui nous amène à la pause et on va passer après le journal à regard croisé.